Bonjour, je suis Hélène Frébourg. Je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la 4e saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie avec au cœur de leurs problématiques de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent restaurer ou préserver leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et de la solidarité joyeuse. Ces auditeurs souhaitent peut-être mieux connaître la permaculture pour faire leur transition écologique en ouvrant leur champ des possibles. Et bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des 3 précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse aussi à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie. Je commence par rappeler une statistique assez édifiante. Un Français sur 5 est concerné par les maladies chroniques, inflammatoires, métaboliques, environnementales. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Ça veut dire aussi, grosso modo, 80% des personnes souhaiteraient ne pas avoir une maladie chronique liée au dérèglement de notre environnement de vie. Voilà, ça veut surtout dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce podcast, le Cercle joyeux du mieux vivre. C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. J'invite donc sur ce podcast des experts sur un très large champ des possibles pour parler des différents choix à faire pour notre projet de vie en santé. J'invite des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Joris Danton de l'Atelier Fertile. Il est consultant et formateur en permaculture. Je vais commencer par vous montrer son écran. Non, je suis coincée, je ne peux pas le faire. Eh bien, on va attendre 2 secondes que Joris arrive dans notre Zoom et voilà. Bonjour, Joris Danton de l'Atelier Fertile. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le lancement du podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. Alors, je vous ai vu en 2020 comme intervenant lors du Festival des Oasis que Muriel Lequienne avait organisé en ligne. Et puis cette année, la 2e édition sur l'autonomie au jardin. D'ailleurs, au passage, Muriel sera aussi une invitée du podcast. Elle m'a confirmé elle sera disponible cet hiver. Et comme j'avais beaucoup apprécié vos interventions, j'ai suivi plusieurs formations en ligne avec vous sur le métier de formateur en permaculture, sur l'animation en collectif et puis sur le droit des habitats légers. Parce que effectivement, j'ai le projet de vivre dans une tiny house. J'ai d'ailleurs mon créneau qui est réservé auprès de la société La Tiny House près d'Avanches.
de Michael Desloges et Bruno Thierry. Et donc, en ce début d'année 2021, j'ai commencé par suivre votre webinaire qui fait le tour très complet sur la réglementation. Et autant le dire tout de suite aux auditeurs, c'est assez compliqué et il n'y a pas de réponse universelle pour être en règle sur l'habitat en tiny house. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que moi je résume la situation. Et ce que j'ai compris de votre webinaire, c'est qu'en fait, il y a des réponses selon les situations et les contextes. Et du coup, quand on a un projet, le mieux, c'est de suivre votre formation et puis ensuite de faire appel à vos prestations de conseil pour fixer les éléments du projet précis. D'ailleurs, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le guide juridique pour les habitats alternatifs. Et pour commencer cette interview, peut-être vous pouvez nous dire 2 mots sur la méthode de réflexion lorsqu'on a un projet de tiny house. Bon, très bien. Euh, déjà, merci pour me faire participer au podcast. C'est un vrai plaisir. Donc oui, le sujet des habitats légers, un sujet un brin complexe, hein. Je sais bien que dans mon public, on aimerait bien qu'il y ait deux, trois règles et puis hop, ça serait terminé et puis on pourrait se lancer. Non, malheureusement, il y a une certaine complexité au droit français en la matière. Alors, pour parler donc des tiny house en particulier, moi voilà, disons pour résumer, il y a trois points importants, il me semble, pour déjà structurer notre réflexion enfin, en matière de droit. La première, c'est déjà se dire, ok, en fonction de mon projet, dans quelle catégorie d'habitat léger je vais me trouver? Parce qu'il existe plusieurs catégories d'habitat léger hein, en droit français, et donc il y a chacune sa réglementation. Donc je dirais que ça, c'est la base, quoi. C'est déjà dans quelle catégorie tombe-t-on? Bon, pour vous donner des repères simples, si on parle d'une tiny house qui garde bien ses moyens de mobilité, c'est bien un véhicule qui peut circuler sur les routes. Eh bien, si vous en faites un usage en tant que loisir, vous y domiciliez pas, vous utilisez pour des vacances, etc. Bon, eh bien, ça rentre dans la catégorie juridique des caravanes. Voilà. Par contre, si officiellement vous habitez dedans, c'est votre domicile, eh bien dans ce cas-là, vous changez de catégorie. Ça devient ce qu'on appelle une résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage. Voilà. Bon, résidence mobile en cours. Hein. Par contre, attention, si jamais, et ça c'est des choses qu'on voit hein, en pratique, si jamais vous modifiez pour X raison la tiny house de façon à ce qu'elle perde ses moyens de mobilité, par exemple vous enlevez le châssis, vous enlevez les roues, bon, pourquoi pas, hein, mais dans ce cas vous changez de catégorie. Donc une tiny house qui ne bouge plus, qui n'est plus mobile, qui a perdu ses moyens de mobilité. Alors si c'est un usage de loisir, c'est ce qu'on appelle une HLL, une habitation légère de loisir. Et si ça vous sert de domicile, eh bien c'est une résidence démontable constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. Bon, résidence démontable hein, en cours. Ah, donc, d'où l'importance de se dire, ok, est-ce qu'il garde des moyens de mobilité ou pas? Est-ce que ça sert en usage de loisir ou un usage de domicile? Voilà. Deux questions fondamentales puisque, en fonction de la réponse, eh bien, on rentre dans les catégories que je viens d'énoncer. Donc voilà, déjà ça c'est un premier aspect extrêmement important, je dirais que c'est la première des choses à se poser même. Après, la deuxième chose, c'est que si c'est bien un véhicule qui circule sur les routes, ce qui est normalement le cas d'une tiny house, faut tout simplement respecter alors, des réglementations techniques qui sont à la fois celles du code de la route. Par exemple, on ne peut pas avoir plus de largeur supérieure à 2,55 m par exemple. Voilà. Ou encore le poids est réglementé en fonction du nombre d'essieux du véhicule. Voilà. Donc c'est des règles techniques sur le poids, le volume, etc. Et il y a également quelques réglementations qui viennent du code de la construction, parce que ça sera, si ça sert effectivement, si on a une installation électrique par exemple, eh bien il faut respecter la norme technique qui s'appelle NFC 1500. Voilà. Bon, ouais, des réglementations techniques. Et enfin, dernière chose, dernier point structurant, c'est si ça vous sert de domicile, est-ce qu'on est sur quelque chose, sur un mode de vie vraiment nomade où vous êtes vraiment présent peu de temps sur les sites ou est-ce que vous êtes présent de fixe, même si ce fixe effectivement peut être variable, mais voilà. Parce que c'est un aspect assez important. Bon, il a existé jusqu'en 2017 ce qu'on appelait le carnet de circulation que devaient suivre les gens qui étaient catégorisés comme gens du voyage, mais depuis 2017 c'est quelque chose qui n'a plus cours, donc ça c'est quelque chose qu'on peut écarter de la réflexion.
Mais par contre, il y a une règle très importante à garder en tête, c'est que sur eh bien, un site ordinaire qui n'est pas un espace de loisirs comme un terrain de camping, un site vraiment classique, eh bien, la règle c'est que si votre véhicule, que ça sert pour un usage de loisir ou un usage de domicile, hein, eh ben, présente plus de 3 mois sur ce qu'on appelle une unité foncière, voilà, une parcelle ou plusieurs parcelles contiguës, peu importe, eh bien, il faut déposer une déclaration préalable de travaux. Donc, voilà, on passe par une procédure de demande d'une autorisation d'urbanisme. Voilà, donc c'est un peu ce seuil des 3 mois, c'est un peu l'échéance importante dans la réflexion, quoi. Si vous êtes vraiment sur un mode de vie très nomade, ben, vous êtes en deçà de ce seuil-là. Auquel cas, ça pose la question de où est-ce que vous domiciliez officiellement. Il faut que vous ayez une adresse postale quelque part, pour des raisons purement ne serait-ce que pour des raisons purement administratives. Voilà, bon après ça peut être chez un proche, un ami, la famille, ça peut être auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale aussi. Il y a, voilà, tout un panel de possibilités. Et par contre, effectivement, si vous êtes présent de façon fixe, rien ne vous empêche d'installer, donc on me disait plus de 3 mois, la tiny house sur un site. Auquel cas, il faut déposer une déclaration préalable de travaux, ce qui suppose donc que le projet de tiny house soit conforme aux règles locales d'urbanisme qui sont applicables sur la parcelle. Et ça, c'est très variable selon les parcelles, hein, donc je peux pas faire de grandes généralités là-dessus. Là, je vais pas entrer dans tout un cours, mais il y a beaucoup de cas de figure différents. Ce qui du coup va nécessairement amener une question de la diplomatie avec la collectivité territoriale en place, la prise de contact avec les élus à l'urbanisme, avec les techniciens à l'urbanisme, voilà, bon, non seulement la prise d'informations sur l'urbanisme, voilà, mais au-delà de ça, il y a un aspect de diplomatie et d'insertion, finalement au-delà de ça, même d'insertion sociale qui est vraiment important à mon sens. Oui, effectivement, bah, c'est ce que j'avais retenu, de votre webinaire, notamment, bah, c'est qu'il est nécessaire de nouer des liens, au-delà du juste, comme vous dites, du papier, urbanisme Mhm. et le formulaire et non, il ne faut pas se cantonner à ça. C'est vraiment d'établir des liens avec la communauté de communes, les différentes institutions du Mhm. territoire pour étudier la faisabilité du projet et d'ailleurs, bah, je voulais vous remercier parce que c'est à l'issue de ce webinaire avec vous sur le droit des habitats légers. Bah, j'ai pris conscience, je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai le projet personnel de vivre dans une tiny house. Et puis, comme je suis en train de réfléchir au déploiement de mon activité de coach et de ma volonté de créer un lieu de ressourcement, pour les porteurs, pour les personnes en transition de vie. Voilà, c'est le déclic qui s'est fait dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, voilà, faut que j'associe mes idées, il faut que je les croise et en allant voir un territoire avec un projet qui Mhm. s'inscrit dans un projet d'inclusion de personnes en situation de maladie chronique, donc de précarité, etc. Mhm. Voilà, je chemine avec ça et même si pour l'instant je suis au début du chemin, c'est en prenant la considération de ça. On est sur un nouveau format avec les tiny house et je pense que bah, si on veut faire du lien, là, c'est l'occasion. Et malheureusement, sur Facebook, dans les groupes sur les tiny house, on voit beaucoup de gens qui ont des propos très négatifs, qui veulent contourner la loi, puis après, ils crient au scandale parce qu'ils se font expulser. Mais enfin, bon, à un moment donné, Et si on ne se pose pas les bonnes comme je questions dis, et qu'on ne se comporte pas bien, voilà, quoi. ça a Donc, rarement des chances de bien se passer. Bah, comme je dis voilà, c'est souvent, ça. si vous Si on intéressez pas commence au à droit, l'envers, ouais, comme je dis souvent, si vous intéressez pas au droit, le droit s'intéressera à vous, quoi. oui, c'est ça, oui. Voilà. Bon, et puis même au-delà du strictement juridique, au niveau social, au niveau Voilà. politique, enfin pour moi, ça n'a pas de sens de se mettre en une relation, de partir d'emblée dans une relation de défiance vis-à-vis des autorités. C'est pas du tout constructif. Alors après, ce qui est vrai et compliqué, ça c'est une réalité malheureuse aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de représentations, déjà, il y a beaucoup de représentations négatives sur les habitats légers. C'est un fait, hein, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a tout un ensemble de préjugés qui sont très anciens, hein, contre les gens du voyage, auxquels sont, par extension, on associe des gens qui habitent en habitat léger. Il y a une image aussi de la personne qui est en habitat léger égale
zadistes aussi. Ça, c'est une autre représentation qui s'est construite plus récemment. Ouais. Bon, après, les craintes au sujet des conditions d'hygiène et de sécurité sur les sites aussi, c'est quelque chose qui est très présent. La peur aussi des élus, de la plainte de leurs concitoyens, des voisins du site, voilà, c'est aussi une grande crainte des élus. Bah, il y a beaucoup de choses qui amènent des représentations négatives, donc il faut en avoir conscience. Et un autre point important, qui est aussi bien malheureux, c'est que certes, le droit existe, il n'y a pas de vide juridique sur les habitats légers, non, c'est bien cadré, hein, mais par contre, ce qui est le problématique, c'est que ce droit déjà, il est un peu complexe, il est un peu éparpillé dans plein de textes de loi différents. Et même les élus, bon, encore, que les élus soient pas des experts en droit, c'est juste normal, mais par contre, même les techniciens dans les services d'urbanisme, ils sont pas toujours très au fait du droit applicable. Il y a malheureusement, ils sont assez peu formés sur le sujet. Il y a eu assez, et globalement, l'État a fait pas vraiment de travail de vulgarisation, en fait, à destination des collectivités territoriales. Auparavant, si on remonte un peu, il y a 10, 20 ans, 30 ans, c'était quand même essentiellement les services de l'État hein, qui géraient les autorisations d'urbanisme. Bon. Aujourd'hui, il y a eu bon, une longue histoire qui a amené au fait que maintenant, c'est de plus en plus ces collectivités qui gèrent les autorisations. Bon, transfert de compétences qui s'est pas toujours fait avec des transferts de savoir-faire, etc. Donc voilà, globalement, il y a aussi un déficit d'information, ce qui fait que les porteurs de projets en habitat léger doivent vraiment faire preuve de beaucoup de pédagogie, vraiment. Non seulement au niveau, je dirais, politique, rassurer les élus, montrer que leur projet est porteur d'intérêt collectif, et aussi de pédagogie au niveau du droit applicable. Oui, Voilà. effectivement, ça amène cette histoire de relation avec le territoire. Et moi, là, sur la maturation de mon projet, bah, ça m'a aidé ça m'a mis un coup de pied au cul, je crois qu'on peut dire le mot. J'aurais pas osé, là, je suis trop au démarrage de mon idée et j'aurais Mhm. pas osé le faire. Mais partant de cette réflexion sur laquelle vous m'aviez lancé pendant ce fameux webinaire sur les habitats légers, bah, j'ai été sonnée à la porte d'une institution en Normandie pour me faire accompagner, en l'occurrence la CRES, qui est le pôle d'économie sociale et solidaire de Normandie. Et puis eux m'ont envoyé vers l'ARDES, qui fait partie de leur satellite et qui est en charge d'accompagner les porteurs de projets en Mhm. économie sociale et solidaire. Et justement, c'est de donner un sens avec de l'intégration, une vocation sociale et une intégration sur le territoire. Je pense que il y a deux solutions. Soit on a plein de sous, on achète un terrain et on fait un business et on monte son projet. Soit, comme dans mon cas, moi, je suis en train de redémarrer tout un projet et je n'ai pas de propriété, etc. Donc, ça ne me donne pas le pouvoir d'acheter du foncier et de claquer les doigts en me disant, voilà, je construis comme ça. Mais d'un autre côté, ça m'oblige à faire preuve de créativité puis Mhm. de changer un peu mon module de pensée. Hein. Moi, bon, j'ai 56 ans, j'ai pas du tout été formée à l'économie collaborative et tous ces trucs-là. Je trouve que c'est un challenge intellectuel et de soft skills, de savoir-être et tout ça qui est drôlement. Enfin, moi, ça me challenge beaucoup de ça. Et je me dis, bon, bah, j'avance lentement sur mon projet, je commence à lancer mon activité de coach de manière déjà innovante en le faisant sur Internet. Et puis, je lance mon projet de tiers-lieu. Et puis, bah, petit à petit, je vais cheminer. Et c'est pour ça hein, que je fais le podcast. C'est d'ailleurs pour commencer par rassembler du réseau. Et pour revenir sur la question du collectif, donc moi, j'ai pas cette culture-là. Je suis toute seule pour l'instant sur mon projet. Alors, bah, peut-être vous pouvez nous dire deux mots sur justement quand on veut faire un projet en collectif, ce fameux facteur humain, bah, c'est ça qui fait tout le projet, quoi. Vous Mhm. l'avez évoqué C'est dans les ça. différents webinaires que j'ai suivis avec vous ou dans les interventions avec Muriel Lequien que j'ai évoqué au début, ce fameux facteur humain. Donc peut-être vous pouvez nous dire deux mots sur Mhm. bah, quand on a un projet en collectif, comme ce que moi je Ouais. peux essayer de porter là en ce moment, quels sont les points de vigilance sur
sur cette notion de gouvernance Mmh. collective et de constitution de groupe, quoi. Vaste Ouais, ouais, question, hein. vaste question. Euh, La première chose que j'ai envie de dire ici, c'est que il faut pas penser que le seul bon sens et la seule bonne volonté vont tout permettre de tout gérer, quoi. Ce qui est quand même une idée reçue qui est quand même assez présente, hein. Je l'ai pas mal constaté, quoi. On part, voilà, un peu la fleur au fusil, en disant, voilà, on est à peu près tous dans la même philosophie, la même idée, allez hop, on y va, et puis ça, comme on est tous de bonne volonté, ça va bien se passer là. Mm. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il existe une très vaste palette, hein, d'outils, de méthodes pour les projets collectifs, hein. Il y a énormément. Maintenant, en plus, tout ça est maintenant bien documenté. Donc, ouais. L'importance de se documenter, voire de vraiment se donner de la peine de se former sur ces sujets-là, c'est vraiment pas du luxe. Moi, voilà, bon, j'ai été impliqué sur beaucoup de projets collectifs, hein, depuis une dizaine d'années. Que ce soit, bon, c'est des projets de jardin partagé, l'association Permaculture 44, dont j'ai été coprésident de 2015 à 2020, 2 ans de militantisme aussi dans un parti politique, Nouvelle Donne, en 2015-2016. Euh, et bon, beaucoup d'autres implications dans le milieu associatif. Donc, de ça, je dirais qu'il y a trois piliers si on devait- en termes d'outils et de structuration de projets collectifs, finalement. Le premier, c'est la notion de gouvernance partagée. Comment sortir du paradigme des organisations pyramidales? Comment passer à des structures qui soient pensées pour ça favorise les synergies, que ça favorise une horizontalité dans les responsabilités et les prises de décision. Voilà, ça c'est l'intention globale. Après, il y a toute une palette de méthodes pour faire ça. La sociocratie, je dirais que c'est un bon point d'entrée parce que si vous étudiez ça, vous verrez, c'est pas très compliqué, hein. C'est- Il n'y a rien de très complexe. On peut après ajouter beaucoup de choses à la sociocratie, mais en tant que tel, la base de la sociocratie, c'est vraiment pas très compliqué. Et après, d'autres méthodes, un peu. Bon, par extension, après, on a eu l'holacratie qui a été créée à partir des bases de la sociocratie, qui est une méthode plus complexe de gestion de projet. Voilà, une autre piste en tout cas que je peux donner. Et un autre élément fondamental dans la gouvernance partagée, c'est comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble. Voilà. Et en particulier la méthode qui est la plus diffusée quand on parle de gouvernance partagée, c'est la prise de décision par consentement. Alors, il y a un petit process pour faire ça, mais effectivement, c'est assez intéressant, à la fois pour cette notion d'égalité dans la prise de décision, mais aussi pour favoriser l'intelligence collective. Du coup, ça permet d'enchaîner sur le deuxième pilier, c'est les outils d'intelligence collective, justement. Et là aussi, une foultitude d'outils possibles. L'essentiel, c'est après, à chaque outil, il y a le cas dans lequel il est adapté. Un outil prend plus ou moins de temps, demande plus ou moins de compétences, mais on en a à peu près pour toutes les situations. L'idée en tout cas, c'est toujours de comment est-ce qu'on va favoriser dans un cadre qui est sécurisé, parce qu'on a posé des règles du jeu qui sont claires, euh, comment on va favoriser l'émulation, l'émergence d'idées, finalement le croisement des points de vue de chacun pour que finalement on arrive à ce que tout soit plus que la somme des parties. Voilà. Et enfin, bon, troisième pilier pour terminer, bah, c'est les outils d'animation de réunion. Bon, pareil, il en existe des quantités, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on amène du jeu dans la réunion et comment est-ce qu'on évite que les réunions deviennent le mouroir des projets collectifs, ce qui est malheureusement souvent le cas, hein, je veux dire, moi, pour l'avoir beaucoup fait de réunions. Le syndrome de la réunionite, c'est quand même très très très, c'est un syndrome très très répandu, hein, et donc voilà, c'est pareil, si on se donne pas des outils pour que les réunions soient efficaces et en même temps ludiques, ça devient vite des trucs, des moments insupportables et pas du tout efficaces. Et l'énergie collective finit par complètement s'écrouler dans des réunions interminables. Voilà, c'est vraiment notre point vraiment fondamental. Après, dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas d'outils qui marchent dans tous les cas. L'idée, c'est regarder voilà, voir le champ des possibles, explorer, voir ce qui est adapté à un projet particulier, à un contexte particulier, et puis se donner la liberté de tester des outils, et puis après, encore une fois, de les adapter à un contexte particulier. Par exemple, la sociocratie, ben, il n'y a pas besoin de suivre forcément toutes les règles de la sociocratie, vous allez peut-être en prendre certaines, pas d'autres, et puis vous allez mixer ça avec d'autres choses. Peu importe, après vous ferez forcément, chaque projet se fera avec sa sauce.
Mais bon, après, en tout cas, bossez un peu votre façon de travailler en amont, je veux dire, c'est la base, et ensuite travailler la vision du projet. La vision du projet, ça c'est enfin, c'est fondamental, mais pensez d'abord la façon de travailler en amont, parce que pour avoir déjà vécu un certain nombre de projets collectifs où on bossait tout de suite la vision, mais sans avoir défini de cadre de travail, c'était pas très fonctionnel, hein. En tout cas, on a perdu beaucoup de temps. Donc c'est voilà, c'est d'abord se mettre d'abord sur quelques petits outils de travail de base, et ensuite de travailler sur la vision partagée du projet, qui va être le cadre structurant à partir duquel tout le reste du projet va se découler. Après, Oui, vous ben, demandez quelques pro exemples. oui, effectivement, vous Euh, pourriez nous donner ouais, un bon, pour des cas. projets collectifs avec des quantités, mais après sur des exemples des projets qui ont professionnels avec plusieurs une diversité d'activités, des projets que je connais bien. On a l'arbre de vie à Montmusson. Donc voilà, c'est un exemple, je trouve intéressant de finalement un ensemble de bâtiments anciens à la campagne, donc, finalement, un hameau rural, qui était plus ou moins abandonné, qui est réinvesti par un collectif. Donc c'est à la fois un habitat participatif, il y a cette dimension d'habitat, et il y a une dimension professionnelle avec une diversité d'activités sur site, quoi, de l'artisanat et de l'agriculture. Donc voilà, pour tout ça, c'est un exemple, je trouve assez intéressant. Et puis un autre, et qui est assez différent, c'est le supermarché Scopelli, situé à Rezé. Donc un supermarché coopératif. Ce qui est novateur, il en existe quelques-uns, mais c'est encore assez rare, hein. Donc un supermarché coopératif, ça veut dire un supermarché qui est structuré en société coopérative. Les clients sont membres du supermarché. Voilà, c'est bien différent d'un supermarché classique. Il participe à son fonctionnement, il participe à sa gouvernance. Et donc déjà, grande diversité d'activités dans la vente, dans la distribution des produits, dans des activités d'animation culturelle, de formation sur site. Et là, c'est en train de se mettre en place aussi un pôle production. Production agricole intégré avec le supermarché. Ah, mais c'est drôlement intéressant ça. Je connaissais pas cet exemple-là. Et, il y a eu des exemples de coopératives dans le monde de la distribution, mais ça s'est vite court-circuité. On ne citera pas des noms, mais bon. Alors, pour faire le lien avec l'agriculture, puisque vous me tendez la perche, moi, j'aimerais bien m'associer avec un maraîcher, puisque je trouve que le lien de la santé et de l'alimentation, c'est vraiment fondamental et c'est cet aspect-là que je voudrais travailler dans mon projet. Et puis, ben, bon, je suis ingénieure agricole, moi, au départ, hein, mais j'ai été formée dans les années 80 où j'ai appris à, à compter le Roundup et tout ça. Bon, depuis, moi, je m'intéresse beaucoup à la permaculture et à l'agroécologie, hein. J'ai été dans les années 90 dans les premiers stages de Pierre Rabhi au Niger et ça avait semé des petites graines dans ma tête et puis après, mon chemin s'est pas fait sur ça. Mais en tous les cas, moi, le lien avec l'agriculture me tient vraiment à cœur. Là, je me suis replongée dans toutes les histoires de foncier agricole pour me réactualiser mes connaissances et je me rends compte que malheureusement, ça ne s'est pas simplifié depuis mon époque de formation. Ça s'est même Mmh. empiré, je trouve. Donc, bah, peut-être que vous avez un mot à dire sur cette question de foncier agricole et Ouais, comment on fait pour s'associer avec un paysan dans des ouais. projets de Mmh. multi-activités. Eux-mêmes, on est dans maintenant ces notions de micro-ferme et de relocaliser Mmh. de la Mmh. production sur un petit territoire. Comme vous êtes assez spécialiste sur ces sujets-là, quel est votre regard Mmh. sur cette notion de foncier agricole? Et oui, bah, ça c'est un des grandes difficultés de l'installation agricole aujourd'hui, hein. C'est clairement, c'est l'accès au foncier, en particulier quand on n'est pas issu du milieu agricole. Voilà, quand on n'est pas fille d'agriculteur, c'est pas évident. Ça, c'est clair. Euh, bon, après, il existe heureusement quand même beaucoup de méthodes de prospection immobilière pour l'accès au foncier. Alors, bon, je vais pas rentrer dans toute la liste autour de ça, mais bah, au passage, pour ceux qui veulent creuser, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, j'en donne un certain nombre, mais voilà, bon, il existe quand même un vaste panel de modes, façons de faire de la prospection. Euh, et effectivement, si on veut avoir un pôle multi-activité où il y a de l'agriculture, il faudrait qu'on ait du foncier agricole. Alors,
En fait, je pense que si on envisage ce type de projet, quand même, il y a un point qui est fondamental, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir du sol ou est-ce qu'on va être sur du hors-sol? Et quelle superficie on parle? Voilà. Ça, c'est absolument déterminant, évidemment, pour la question de l'accès au foncier. Euh, euh, et évidemment, les types de, est-ce qu'on est sur du hors-sol ou est-ce qu'on est justement en contact direct avec du sol et sur quelle superficie, bah, ça dépend beaucoup du type de production qu'on veut faire, évidemment. Euh, bon, si, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus émerger, en particulier dans le domaine de la culture urbaine, des modèles de micro-ferme, c'est vraiment de la très très petite ferme, qui peut tout à fait se faire sur du hors-sol, et avec effectivement des superficies très très faibles, quoi. On est en dessous de 1000 mètres carrés, quoi. Et des choses qui tiennent la route, hein, économiquement parlant, comme la production de champignons, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui a ses avantages. C'est clair que du coup, ça facilite quand même grandement l'accès au foncier avec ce genre de choses, où on peut partir sur des situations de sol complètement artificialisées, ou de sols qui sont tellement pollués que de toute façon, on ne va pas pouvoir cultiver dedans. Euh, et évidemment sur des superficies qui sont très faibles par rapport à ce qu'on voit d'ordinaire dans le milieu agricole. Bon, ça c'est un modèle. Après, il y a un modèle un peu plus extensif qui est celui des micro-fermes maraîchères diversifiées, qui est un modèle qui a fait l'objet, il y a un véritable phénomène de mode hein, aujourd'hui, et tant mieux hein, là-dessus. Là, on est quand même sur des superficies un peu plus grandes, hein, d'un demi-hectare à un hectare, quoi, selon les systèmes. Là, et du coup, pour le coup, avec un accès avec un sol, un vrai sol. Bon, bon, ça reste des superficies voilà, qu'on peut trouver assez facilement, relativement facilement. Après, c'est vrai que dès lors qu'on va passer sur des superficies un peu plus importantes, c'est plus compliqué. L'accès au foncier, effectivement, est plus complexe. Euh, un autre point important dans ce type de projet que voudrais mettre en avant, c'est le juridique, forcément. Oui. C'est déjà quel statut social à l'agriculteur? Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est cotisant solidaire? Est-ce qu'il est exploitant agricole ou autre? Voilà. Une pluralité de possibilités, ça dépend vraiment du projet. Et ce qui est très en lien évidemment avec la question de quelle structure juridique on met en place. Est-ce que l'agriculteur, lui, il a sa propre structure à lui? Bon, pourquoi pas. Ou est-ce que son activité agricole est au sein d'une structure collective? Voilà, et ça, voilà, donc le panel des possibilités est vaste, hein. Tout dépend encore une fois du contexte de ce qu'on veut faire, mais c'est absolument structurant. Euh, et un dernier point à préciser, c'est finalement quelle est la nature du partenariat qu'on veut avoir avec l'agriculteur. Il faudrait un peu, voilà, faut bien préciser le cadre, quoi, pour que ça soit un cadre qui soit sain et clair pour tout le monde. Est-ce que c'est juste on crée un collectif de travail, il y a un agriculteur, mais après lui, il gère ces choses comme il veut, il commercialise comme il veut, ou on tient vraiment à ce qu'il commercialise ses produits agricoles d'une certaine façon, comme par exemple à destination des membres du collectif de travail, c'est une forme de panier d'entreprise finalement dans la commercialisation. Euh, est-ce qu'on pose un cadre aussi sur cette technique de travail? Est-ce qu'il y a des choses absolument à faire ou absolument à pas faire? Voilà, en tout cas, ça, c'est des champs de réflexion qui sont ouverts, mais si vous avez des partis pris là-dessus, c'est important de les poser tout de suite et que ça soit clair pour tout le monde. Oui, effectivement, ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la raison d'être, le travail sur les valeurs, sur quoi on veut partager, sur quoi on veut produire, au-delà de l'argent, mais de produire de la valeur au sens d'essaimage, etc. Donc, il faut définir un petit peu tout ça. Alors, bah, l'ARDES, la structure que j'évoquais tout à l'heure qui m'accompagne, m'a recentré un peu sur une première étape qui serait de constituer un jardin partagé et du coup de le faire en partenariat avec une collectivité sur un territoire et d'avoir justement une dimension sociale assez forte. Pour eux, c'est plus accessible et ça permet déjà
assez rapidement de mettre en place quelque chose, de produire des résultats, des choses assez visibles. Bah, l'idée, ça serait peut-être de se focus là-dessus Mmh. pour faire une étape de 3 à Mmh. 4 ans et produire quelque chose et là, constituer le collectif. Donc là bon, quand Jean-Baptiste, mon consultant, là, m'a orienté sur ça, moi, ça m'a bien plu parce que je me suis dit, oui, ça permet à la fois de se recentrer, d'être focus et puis de faire du concret tout de suite, quoi, hein, parce que moi, j'ai un peu la montre qui tourne, hein, je rappelais mon âge tout à l'heure, j'ai plus trop le temps, quoi, faut avancer pour produire des choses. Je pense que quand on a 20 ans, on peut envisager une autre notion du temps, mais moi, je voudrais produire des résultats assez rapidement. Donc, sur cette histoire de jardin partagé, moi, j'ai connu ça dans mon enfance où chacun avait sa parcelle et puis basta, quoi. Maintenant, je m'aperçois que c'est un modèle extrêmement ouvert qui donne plein de solutions créatives et justement pour faire jouer le collectif. Et puis, bah, moi, ce que j'aime bien, c'est la dimension thérapeutique, hein. Même quand on est malade chronique comme moi, je peux plus porter de brouette, même vide aujourd'hui. Et j'ai du mal à bricoler ou quand je jardine avec mon père, c'est un petit peu compliqué. Mais n'empêche que ça fait du bien et je trouve que bah, même si on a des douleurs dans son corps et qu'on est moins à l'aise dans son corps, bah, ça permet une reconnexion sur la terre, ça permet un partage avec les autres. Et voilà, je vais creuser cette idée-là. Vous avez, vous, une expérience ou un retour sur Mmh. des cas de jardin partagé? Oui, effectivement. Bah, quand j'étais à Nantes, dans un appartement en location, j'avais pas de jardin du tout. Donc, je participais à des jardins partagés pour pouvoir justement jardiner, parce que sinon, c'était la seule façon de pouvoir accéder à la terre à ce moment-là. Euh, donc, bah, première implication, enfin, ça a été d'ailleurs voilà, au sein d'une association liée au handicap mental, d'ailleurs, ce que voilà, j'ai accompagné la mise en place de leur jardin pendant 2 ans. Puis après, bah, dans mon travail de formateur consultant en permaculture, j'ai eu l'occasion quand même d'accompagner un bon nombre, je dirais une vingtaine hein, de jardins partagés, quoi. De la simple séance de conseil jusqu'à des travaux de design. Alors, j'aurais quelques petites choses à dire sur le jardin partagé, qui effectivement est je rejoins, hein, une première étape pour créer un lien avec la terre qui est beaucoup plus simple que créer d'emblée un projet agricole professionnel, hein. Mm. C'est clair qu'avec toutes ces complexités juridiques, du financier, etc., c'est vrai que c'est quand même plus simple. Quelques éléments pour être synthétique, le jardin partagé que j'aurais partagé. D'abord, c'est s'astreindre à faire le design. Et je dis vraiment s'astreindre parce que quand on se lance dans un jardin, que ce soit du individuel ou encore plus, c'est encore plus vrai quand on est sur du collectif, c'est qu'on a envie d'y aller, quoi. On a envie de planter, on a envie d'être dans l'action, là, voilà, et c'est normal, et tant mieux, et c'est super. Mais du coup, comme ça, Ah, on il a faut. tellement cette impulsion, en général, on prend pas le temps de faire une conception du jardin ou on l'a fait de façon vraiment bâclée, quoi. Et forcément, fatalement, on fait quand même des erreurs assez grossières quand on part comme ça un peu bien en tête. Et c'est malheureux, quoi, parce que derrière, c'est des pertes, c'est de la perte de temps, c'est de la perte de moyens financiers, c'est de la perte de matériel parfois, enfin bref. Et globalement, et puis, c'est un peu plus dommageable à terme, c'est que ça peut entraîner de la démotivation, parce qu'on a fait un design qui est dysfonctionnel, donc on peut rentrer dans un cercle vicieux derrière de démotivation. Donc oui, voilà, s'astreindre à faire le design, quitte à, si c'est vraiment l'énergie collective est trop forte au démarrage, quitte à se donner un petit coin où on dit ok là, ça y est, on investit tout de suite, on plante, ok, mais on a mis ce testa, voilà, en mode comme premier espace de culture parce on veut tout de suite être dans l'action, mais bon, ok, mais sinon, prenons le temps de nous poser autour d'une table et de faire un design d'observer l'état du site, de bien clarifier le projet collectif et puis structurer le projet. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'un point qui pose presque difficulté, c'est un peu ironique, hein, mais c'est l'accès à la connaissance. Euh, C'était pas forcément vrai il y a 10, même 20 ans, mais aujourd'hui,
notamment via Internet, vous avez accès à une quantité de données absolument astronomique sur les techniques de jardinage. Alors, c'est super, hein, mais du coup, ce que j'entends beaucoup aussi en termes de retour, c'est on est perdu. Voilà, j'ai entendu tout et son contraire sur Internet. J'ai vu 36 000 techniques, c'est génial, mais je suis complètement perdu. Ouais. Alors, idéalement, dans un monde idéal, ça serait bien de se former un peu sur l'agronomie. Déjà, pour déjà savoir en fait, c'est quoi, comment ça fonctionne un sol, c'est quoi, sans partir forcément sur les choses experts, mais vraiment sur les bases, quoi. C'est quoi, comment ça fonctionne une plante, revenir sur des choses très très basiques. Pour ça, c'est de la culture G, quoi, pour que vous arriviez à avoir un regard critique sur vous dire, ok, qu'est-ce qui est technique ne fait pas du tout sens pour moi, et qu'est-ce qui fait sens pour moi, et qu'est-ce qui est adapté dans mon contexte ou pas. C'est vrai que sans ces éléments de base sur comment fonctionne un sol, comment fonctionne une plante, euh, on est bien incapable de pouvoir faire le tri sur toutes les informations qu'on a. Ça, c'est clair. Après, moi, il y a quelques entrées que dans ma façon de travailler que je me donne, justement pour structurer la réflexion et éviter de partir dans tous les sens, c'est c'est quoi les entrées? C'est quoi? C'est comment est-ce qu'on régénère le sol? Parce qu'en général, malheureusement, on démarre pas sur des super sols. Donc, comment est-ce qu'on va régénérer le sol? Et au-delà de ça, comment est-ce qu'on va gérer la fertilité du sol, en fait, sur le long terme? Bon. Ensuite, la question de l'agroforesterie, pour moi, qui est un point absolument crucial. Donc, c'est comment est-ce qu'on ramène la place sur de l'arbre dans les jardins. Et ensuite, comment est-ce qu'on crée de la trame pour la biodiversité? Où est-ce qu'il y a le gîte et le couvert pour la biodiversité? Comment est-ce qu'on gère l'eau? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit un espace qui soit ergonomique, qui soit agréable à utiliser, on circule bien, c'est pratique, on sait où sont les choses, voilà. Oui. Et si on n'anticipe pas, en général, c'est un peu compliqué. Et enfin, bah, c'est quoi l'esthétique? Ça, c'est les goûts et les couleurs, mais c'est dans quelle esthétique vous avez envie d'être, et puis bah, voilà. Quel imaginaire vous avez envie de faire vivre aussi dans un jardin. C'est aussi important. Euh, un autre point aussi que je dirais important sur les jardins partagés, c'est privilégier les vivaces. Voilà. Parce que souvent le réflexe c'est du légume. C'est bien hein, les légumes, mais Eh ben, bon, faut bah, refaire tous les ans légumes tout, quoi. aromatiques, voilà, en général on est sur des annuels, quoi. Donc, ce qui est bien, parce que c'est des cycles de croissance rapide, donc tout de suite on a du résultat, voilà, c'est sympa. Mais bon, c'est un peu occulté déjà l'immense diversité qu'on a chez les vivaces. Ah, des plantes qui durent longtemps, hein, des grimpantes vivaces, des arbustes, des arbres. Bon. Les légumes vivaces aussi, hein, souvent assez méconnus, mais il en existe aussi toute une gamme. Et les vivaces, c'est quand même plutôt du bon sens. Hein, enfin, ça veut dire dans le sens de de l'agroécologie, c'est quand même beaucoup moins d'entretien globalement. Et on n'aura pas, si vous gérez correctement, ben, ça, vous n'aurez pas à les replanter, les ressemer. Et puis, ça supporte beaucoup mieux les aléas, non seulement de la météo, mais aussi du collectif. Parce qu'un collectif, il connaît forcément des hauts, des bas, hein, ça c'est la vie. Mais le problème, c'est que si vous avez que des annuels et que votre collectif, bah, il a un plomb dans l'aile et que ça marche pas très bien, le collectif, bah, le jardin, il part vite un peu dans tous les sens et puis voilà, ça redevient vite la friche, quoi. Alors que si vous avez mis une grosse proportion de vivaces dans votre système, bon bah finalement qu'il n'y ait pas trop d'entretien à un moment donné sur une phase donnée parce que le collectif est pas trop dynamique, bah, c'est pas très grave, hein, les vivaces elles vont réussir à se développer et voilà donc vous aurez votre structure et le jardin va continuer à se développer comme vous l'avez imaginé globalement quoi. Voilà. Donc c'est un point important, pas seulement penser voilà, de l'annuel, mais moi je dirais aller dans le sens vers les vivaces, comme par exemple les structures de type jardin-forêt que j'affectionne beaucoup. Ah bah, Pardon? oui, oui, pardon, j'allais vous couper sur le jardin-forêt. Bah, je pense aussi que c'est de réfléchir. Euh, il y a un peu cette notion qu'on est feignant avec la permaculture dans la culture du moindre effort. Bon, on peut la résumer comme ça. Et je pense qu'effectivement, il faut créer un fonds de roulement dans le sens où si on repart de zéro chaque année, c'est décourageant et ça crée une démotivation du groupe, quoi. Et puis, moi, si je m'entoure de personnes qui sont malades, bah, nos contraintes physiques feront qu'il faudra qu'on fasse preuve encore plus d'intelligence et de créativité
pour pas être découragé, pour avoir des Voilà. résultats visibles et gratifiants, mais sans se donner une trop lourde charge de travail, quoi, hein. Et dans un Ouais, sens, c'est ça. c'est souvent ce que je dis, la maladie nous oblige à être créatifs et bah là, c'est encore ce que vous dites me renforce cette idée-là, hein, Ouais, et bah, bon, enfin, pour moi, ça fait un écho immédiat avec un des bah oui, principes fonctionnels permaculturels, exactement, qui est le problème et la solution, quoi. ouais. En l'occurrence, c'est le fait qu'on peut pas avoir une grande charge de travail. Bon, bah, ok, ça c'est le cadre. Oui, ça devient un atout finalement, ouais, Voilà, ça devient un cadre de réflexion. De toute façon, ça c'est assez universel, hein, plus on a de contraintes, plus on est obligé d'être créatif, hein, de toute façon. ouais, ouais, tout Et à fait. souvent, une définition de la permaculture, euh, c'est que c'est de la fainéantise intelligente. Oui, c'est ça. Voilà, Oui, j'aime alors bien moi fainéantise, cette mais idée-là. intelligente, hein. Ça veut dire qu'on passe pas mal de temps quand même à réfléchir au démarrage et puis après par la suite. Bah, ça roule quoi. Globalement, on cherche à pas mal diminuer la charge de travail, mais ce mais ce qui va avec ça, c'est vraiment se donner la peine, faire une bonne réflexion de départ, puis après d'être dans une démarche de j'observe ce qui se passe, j'ai vraiment une capacité de réflexion, en fait, dire ok, je regarde ce qui se passe, ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, et puis les circonstances changent, les choses qui se passent pas bien, ok, essayer de comprendre ce qui se joue, et dire ok, et faire évoluer cette démarche d'évolution finalement en continu, quoi. Oui, c'est cette C'est fameuse pas notion de statique. résilience. Bon, le mot est devenu à la mode aujourd'hui là Mhm, avec la crise sanitaire qu'on traverse, mais mhm, moi dans le coaching, ce que j'essaie de faire comprendre aux personnes, c'est ça, c'est mhm. qu'il faut s'adapter, qu'il faut contourner les contraintes et pas se rester bloqué Ouais. avec ça. Donc on est bien dans ces sujets-là. Mhm, Vous avez évoqué tout à l'heure l'agroforesterie, les jardins et tout, les forêts jardins et tout ça. Je crois je ne vais pas me tromper, mais vous avez travaillé sur un projet que j'avais d'ailleurs repéré sur Instagram. Et puis après, j'ai mhm, découvert que vous aviez travaillé dessus. Ces parenthèses de Samantha, vous pouvez peut-être nous dire ce que vous avez fait pour ce mhm. projet? Ouais. Alors, déjà pour situer, un projet parenthèse, c'est le projet d'un couple, Samantha et Antoine, gens qui vivaient à Paris et puis qui ont déménagé en pleine campagne dans le Loiret. euh, sur un site qui est un site forestier. Donc c'est essentiellement occupé par du bois. Sur plusieurs hectares, le projet c'est de créer un site écotouristique. Voilà, qui est très axé, je dirais, sur la notion de reconnexion à la nature et sur l'aspect artistique. Voilà, on va dire, il y a deux entrées vraiment très importantes dans une approche écologique globale, quoi. Alors, bon, personnellement, j'ai travaillé sur plusieurs parties du site. Il y a les emplacements des habitats légers, parce que donc les gens vivent dans c'est une forme d'habitat léger modulaire, voilà, avec des très grands emplacements, beaucoup plus grands que du camping classique, en pleine forêt, et donc tout le jeu, c'est de créer des aménagements uniques à chaque fois, avec des plantations euh, ornementales, avec accès sur des couleurs, une espèce dédié au rouge, par exemple, avec des plantations qui sont axées autour de cette couleur-là, voilà. Donc, il y avait cette conception voilà, très axée autour du paysagisme ornemental. Il y avait une partie forêt, ce qu'on appelle une forêt Miyawaki. C'est une forêt développée selon les préceptes d'un biologiste japonais qui s'appelle Akira Miyawaki. Maintenant, ça commence à arriver en France. C'est un mouvement qui est international. Pour faire simple, une forêt Miyawaki, c'est un concept où on va, euh, disons, recréer une forêt naturelle, voilà, sur un pas de temps très rapide, en faisant en sorte de replanter de façon très dense des plants, alors des plants qui sont des essences locales, hein, qui sont bien adaptés au biotope, et en améliorant un peu le sol au démarrage pour créer des bonnes conditions. Et puis après, on va avoir un espace qui va se gérer tout seul, quoi. Il n'y a vraiment plus d'entretien à faire. Et c'est quelque chose qui commence à bien se développer, ce concept-là. Alors à la fois chez des particuliers, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités territoriales, hein, qui s'intéressent à ce sujet-là, pour réinvestir notamment des espaces urbains ou périurbains qui sont en friche aujourd'hui.
Alors une autre partie sur laquelle j'ai travaillé, c'est un autre potager de 200 mètres carrés. Voilà, euh, avec un peu bah, de la plantation d'arbres fruitiers dedans. Bon. Et puis, dernière partie et plus grande partie, ce qui va demander le plus de travail, c'est un jardin-forêt sur une parcelle, alors très, très étirée, très en longueur, sur l'axe est-ouest, qui fait 2500 mètres carrés. Voilà. Et là, ce qui est vraiment unique, moi je ne connais pas de projet similaire, c'est de mixer le concept de jardin-forêt et le concept de jardin japonais traditionnel. Voilà, mixer ces deux choses-là. Voilà, donc bah, on a fait ce jeu-là. Donc on est sur les principes du jardin-forêt, donc plusieurs strates végétales, des couvre-sols jusqu'aux grands arbres, y compris aussi une strate aquatique, puisqu'on a un grand étang au centre du jardin, avec plusieurs strates aquatiques. Voilà, donc, toute cette abondance végétale typique du jardin-forêt, et en même temps, on a là les concepts du jardin japonais traditionnel, donc la notion du minéral et de l'eau au centre du jardin, le fait de créer des espaces très intimistes et au contraire des espaces très ouverts, créer de la surprise finalement. Quand on se balade, donc voilà, on découvre des nouvelles perspectives. Euh, avec aussi des essences qui sont bah, des essences typiques du jardin japonais. Voilà, donc c'est finalement une création assez originale qu'on a pu mettre en place. Ouais, bah bravo, c'est vraiment très chouette. Et moi, je les suis sur Instagram et on Mm. sent que Samantha a un sens de l'esthétisme, de l'attention, de tout ça. C'est voilà. Bon, je la connais pas, mais je vais prendre mon courage à deux mains pour aller faire toc toc et je voudrais bien l'inviter là dans le podcast parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes. Le fait qu'elle soit auteure de livres dans le milieu d'édition et tout ça, moi, ça m'intéresse aussi. Enfin bon. Je suis très admirative de ce qu'ils ont fait. Et puis votre partie à vous est très créative et très originale. Et ben, bravo, bravo. Bah, écoutez, on commence à arriver vers la fin de notre interview petit à petit. Peut-être vous avez deux mots à nous dire sur votre actualité, sur les prochaines activités pour ce trimestre de rentrée et de ce que vous allez proposer en septembre, octobre et cet automne. Oui, oui, bon, il se passe beaucoup de choses. Bah, déjà, en général, je fais un webinaire par semaine. Avec, bon, il y a une grande diversité hein, dans la programmation, le droit de l'éco-construction, le droit lié à l'agriculture, les jardins-forêts, les potagers, voilà, donc même l'habitat participatif. Donc, une grande palette de thématiques qui, en tout cas, qui ont trait à l'agroécologie ou à l'éco-construction. Après, c'est des choses qui sont disponibles d'ailleurs aussi bien en direct que en différé. Voilà, des enregistrements, ça peut aussi accéder en enregistrement disponible à la demande. C'est une première partie de l'activité. Une autre partie, c'est que je participe au Permanuel. C'est le grand sommet, la grande rencontre cette année des permaculteurs en France. Ça aura lieu du 19 au 22 août dans le Tarn, en plein dans la campagne du Tarn, mi-chemin entre Montauban et Albi. C'est organisé par l'association Perma 80, donc l'association des permaculteurs du Tarn, avec une grosse programmation sur 4 jours, voilà, avec beaucoup d'intervenants. J'y participerai en faisant deux conférences. Voilà. Si vous pouvez y assister, en tout cas, je peux que vous inviter à y aller, c'est assez génial. Puis après, il y a des projets de livres. Alors, c'est vrai que j'en auto-édite. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, j'en ai publié deux. Un sur les bases du droit agricole, l'autre sur l'habitat alternatif, un ouvrage très généraliste sur toutes les différentes formes d'habitat alternatif. Là, je suis en train de finaliser la réalisation d'un nouvel ouvrage qui sera guide juridique pour habitat léger. Donc, ce sera vraiment spécifique sur les habitats légers. Ça se fait en partenariat avec l'association Les Hameaux Légers, association nationale qui bosse justement sur cette thématique des habitats légers. Voilà, parce que enfin, on en a un peu parlé précédemment, hein, il y a un gros déficit d'information, de vulgarisation sur ce sujet-là. Donc la nécessité de ce livre s'est vraiment fait sentir. Donc voilà, là, on va publier ça en septembre.
Il y aura d'autres, il y a d'autres projets de livres dans les tiroirs, comme un projet de livre qui sera plus sur le droit de l'habitat participatif. J'espère que je pourrai sortir ça d'ici la fin de l'année, si j'ai le temps. Eh ben, bravo, Puis après, bravo bah, il y a pour tous ces les projets. Vous vidéos êtes une sur vraie la mine chaîne d'or YouTube. d'informations, en fait, hein, ça c'est sûr. Puis après, bah, il y a bon, pour terminer, bah, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube de l'Atelier Fertile. Il y en a déjà une soixantaine, hein, donc il y a déjà de la matière. Mais je compte bien, hein, il y a pas mal d'autres sujets que je compte développer. Bon, ben, c'est super, bravo. Bah, écoutez, comme je l'ai indiqué dans l'introduction tout à l'heure, j'ai décidé de créer ce podcast, Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre, dans l'idée de créer une communauté pour partager les solutions de résilience, on l'a évoqué tout à Mhm. l'heure, pour accompagner les malades chroniques à entreprendre leur vie et puis leur faire rencontrer des entrepreneurs en mode permaculture, hein, parce que moi je suis pas du tout j'apprécie pas du tout le côté on met les malades chroniques d'un côté et voilà, l'inclusion ça a un vrai sens au-delà de la libye politique. Et finalement, bah, ici l'idée c'est de rassembler des publics qui sont en transition de vie dans un contexte de transition écologique, l'écologie dans le sens se relier à soi, avec les autres et avec l'environnement. Et l'idée qui guide, je l'ai évoqué plusieurs fois, bah pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le lien avec la santé et l'alimentation. Alors, je vais vous poser deux questions identiques pour tous les invités du podcast. À vous, dans votre quotidien, Joris, comment vous faites le lien entre votre santé et votre alimentation? Euh, bon, ouais, bah, il y a de la production dans mon modeste jardin. Modeste jardin, puisque 80 mètres carrés. Ah bah Petit quand même, jardin. c'est pas mal pour une famille. Euh, ouais, bah, il faut quand même bien optimiser l'espace. Voilà, donc bah, là on peut pas faire plus local. Et puis l'idée c'est, enfin, c'est de à la fois comment est-ce qu'on va produire beaucoup sur un espace réduit, mais c'est aussi la notion de la densité nutritionnelle. En fait, comment est-ce que je recrée un sol qui est vivant, qui est plein de vie, et là-dedans, pour que les plantes puissent se développer vraiment de façon optimale, quoi. Ce qui fait que, in fine, on ait les meilleures qualités nutritionnelles possibles dans les plantes. Bon, en privilégiant, en fait, il y a deux choses finalement. À la fois des plantes du quotidien, c'est beaucoup des légumes feuilles et des aromatiques. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je mange vraiment voilà, midi, matin et soir. Et puis après, il y a tout ce qui va être des productions plus de garde. Les pommes de terre, les courges, etc. Qui vont produire, enfin, ça va être une grosse récolte à un moment T. Et puis après, c'est des choses qui se conservent bien, et je les stocke après, et je vais pouvoir les consommer pendant plusieurs mois. Bref, donc en tout cas, voilà, l'idée de comment je mixe du long terme, du court terme, voilà, du quotidien, du quotidien, légumes de garde, voilà, et puis créer quelque chose qui soit vraiment très riche au niveau nutritionnel. Et ce qui va aussi dans ce sens-là, c'est aussi comment est-ce qu'on reboucle le cycle de la fertilité. Et finalement, aussi tous les déchets organiques, que ce soit dans la cuisine ou que ce soit des toilettes, parce qu'on est en toilette sèche, ça retourne au composteur et une fois que ça fait le cycle de décomposition, ça retourne à la terre. Donc il y a cette notion aussi de comment est-ce qu'on boucle la fertilité. C'est important. Bon, après, au-delà du jardin, il y a la notion de aller s'approvisionner chez les producteurs locaux du coin et recréer du lien finalement avec les paysans, avec le terroir local, quoi. Oui, on est bien d'accord sur ça. C'est bien. Et alors, pour conclure, quelle est votre suggestion pour rallumer les étoiles dans sa vie? Comment vous faites-vous pour rallumer vos étoiles? Euh, Vaste question. Euh, Rallumer les étoiles dans la vie. Alors, moi, la première réflexion qui me vient ici, si on parle de lumière, c'est qu'il y a l'obscurité à la base. C'est que de quoi est-ce qu'on parle, c'est fondamentalement, c'est de la souffrance. C'est le fait que on vit des souffrances, qui soient individuelles et collectives, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une époque qui est très anxiogène. Et moi-même, enfin moi qui ai 30 ans,
Je veux dire, voilà, j'ai toujours vécu dans un monde qui apparaissait comme homogène. Euh, et je dirais que la première des choses, en fait, c'est vrai que dans notre culture, on a une relation d'évacuation par rapport à la souffrance. C'est quelque chose, on n'en veut pas, il faut l'évacuer le plus rapidement possible. Alors que c'est un symptôme, hein, ça nous met sur le chemin de qu'est-ce qui se joue derrière déjà. Essayer de mettre des mots sur qu'est-ce qui se joue en nous là. Pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit en nous? Et c'est mieux vaut d'ailleurs se prêter à cet exercice de façon collective. Il y a un effet d'encouragement et un effet miroir quand on vit cet exercice en collectif. Alors, c'est des choses qu'on vit en petit groupe, hein, pour que ça se passe bien et qui me semble fondamental. Euh, c'est finalement honorer notre souffrance pour le monde. C'est une notion qu'on voit beaucoup dans le domaine de l'éco-psychologie, hein, que je peux qu'inviter nos auditeurs à découvrir s'ils ne la connaissent pas, qui est donc ce vaste chemin d'exploration de qu'est-ce qu'on vit dans notre relation au monde, notamment notre relation à la nature, notre désarroi aujourd'hui face à la destruction des écosystèmes. Qu'est-ce qui se joue émotionnellement, psychologiquement en nous, et arriver à mettre des mots là-dessus, arriver à l'extérioriser. Parce que, je veux dire, si on ne fait pas ce travail-là, on peut après partir dans beaucoup d'initiatives, dans beaucoup de techniques, faire son potager et beaucoup d'autres choses. Mais si on n'a pas, si on donne pas cet espace à travailler sur ce qui se joue intimement, psychiquement, on vivra toujours l'angoisse. On sera toujours rattrapé par ça. Et je pense que c'est pas une façon saine de vivre. Voilà, donner de la place pour l'expression de ce qui se joue au niveau de nos émotions et les outils de l'éco-psychologie aident bien à ça. Je trouve je dirais que c'est un premier pas, à mon sens, vraiment fondamental. Euh, Après, un autre point aussi, c'est euh, arriver à nous projeter dans l'avenir, quoi. Comment est-ce qu'on recrée un futur qui donne envie? C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, hein. C'est assez intéressant quand vous regardez comment évoluent les imaginaires, hein. Quand on était dans les années 50, 60, 70, bon, période dédiée au progrès, avec l'imaginaire du progrès qu'il y avait à l'époque, quand on se projetait dans le futur, c'était de façon globalement assez positive. Aujourd'hui, vous regardez l'état de la culture populaire dans les romans, les séries télé, les films, sur le futur, c'est rarement des visions très très joyeuses, hein. Euh, on a cet imaginaire-là dans nos esprits, hein, fatalement. Euh, bon, et c'est pas tout le dire, en fait, c'est aussi comment est-ce qu'on recrée des imaginaires qui donnent envie, quoi. Et voilà, individuellement, collectivement, et arriver à se projeter dans l'avenir, quoi. C'est assez frappant aujourd'hui qu'on a, au niveau politique, on est vraiment sur la question toujours du très court terme. Bon, ça s'est encore plus accentué avec la crise sanitaire actuelle, mais c'était déjà très très avancé jusque-là. Comment est-ce que finalement on va arriver à se projeter sur c'est quoi votre avenir désirable dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Et ça, c'est un des points qui m'a frappé, moi, quand j'ai découvert la permaculture, c'était en début 2015. C'était cette notion de arriver à se projeter sur du long terme. Et oui, c'est quelque chose donc, ouais, on a peu l'habitude, réellement. Et finalement, arriver à se dégager du court-termisme auquel on est très conditionné, ouvrir, comme ça ouvre, c'est le champ des possibles pour arriver à se projeter quoi, sur le long terme. Et après, à un niveau plus immédiat, c'est me demander, mais ok, mais qu'est-ce qui, actuellement, là, tout de suite, dans la mesure de nos moyens, dans notre contexte, euh, qu'est-ce qui permet de créer, de nous amener de la joie et d'amener de la contribution au monde, voilà, dans un même mouvement. Ça, après, chacun le fera à sa sauce et dans son contexte, hein. Mais la joie, comment est-ce qu'on ramène du jeu? Comment est-ce qu'on revit cette impression que le monde est un vaste terrain de jeu comme quand on était enfant? Euh, on a tous cette capacité innée en nous. Après, on a pu, malheureusement, par différents conditionnements, on a pu s'en couper de ça, mais on a fondamentalement tous cette capacité de
remettre du jeu finalement dans n'importe quel domaine. La création, quoi, donner de la place à notre créativité. Et en même temps que ça aille dans un sens d'une contribution pour le monde. Voilà. Et ça, il y a effectivement une infinité de façons de le faire. C'est une question que j'entends assez souvent, c'est mais qu'est-ce que je peux faire face à la situation présente? Face aux vastes problèmes du monde, bah ça, il faudrait regarder vers l'intérieur, quoi. Euh, les possibilités sont infinies potentiellement, les façons de contribuer, mais ce sur quoi vous aurez, ce qui sera le plus facile et ce qui sera in fine votre meilleure contribution sur le monde, c'est ce qui vous amène en même temps de la joie. Eh ben, merci parce que c'est exactement, je suis émerveillée par tout ce que vous avez dit parce que c'est exactement ce qui m'anime. Moi, j'ai été mise en invalidité en 2016, j'avais 51 ans et là, je me suis dit, ben, je vais pas rester les bras croisés avec ma maladie d'un côté, l'aide sociale de l'autre et puis voilà, c'est terminé, on est dans le talus, quoi. Et tout le projet là que je suis en train de déployer, Mm. c'est voilà, je vais vous prendre comme impresario parce que vous êtes vraiment, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Bah, merci pour la richesse de tout ce que vous nous avez dit. Dans un sens, ça m'étonne pas parce que c'est ce que j'avais apprécié quand j'ai participé à vos formations. Donc, merci beaucoup pour toutes les informations données. Bien sûr, je vais mettre dans le descriptif de la vidéo et du podcast toutes les coordonnées pour suivre. Et je recommande vivement votre chaîne YouTube. Je recommande vivement vos webinaires thématiques. Et puis, bah, moi, je vais faire appel à vos prestations de conseil quand je vais être un petit peu plus avancée dans mon projet et qu'on sera sur une phase bah, plus concrète, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Alors, hop.